Vous attendez de voir, de faire une interview. Oh bah en fait voilà, donc moi en fait j'ai eu un petit souci de caméra, donc ma caméra est tombée en panne, donc j'ai que celle-ci là, cette petite caméra. Donc ce qu'on va faire c'est comme si vous faites une petite visite du parc, vous me commentez ce que vous voyez, racontez-moi des anecdotes, tout ça. Je dirais un département français où il y a des dauphins naturellement, et avoir un refuge qui s'ouvre sur le large et que les dauphins puissent aller nager, revenir, à la limite avoir un refuge où des dauphins, une étude scientifique des dauphins plus ou moins apprivoisés. Je pense qu'on accepterait que des dauphins sauvages soient plus ou moins apprivoisés pour l'étude. Je suis d'accord. Moi je l'accepterais en tout cas personnellement. Moi aussi je suis. Mais à Thoiry, aller flanquer les dauphins dans un bout des... Non, c'est pas la place. C'est pas l'endroit pour. Les dauphins sont trop évolués pour... Mais maintenant, c'est quoi les éléphants là? Les prochains parcs avec les éléphants, c'est une famille femelle jeune et deux territoires mâles, trois territoires. Deux territoires de mâles et un minimum et un territoire d'une famille matriarcale et tout. Et là, on reconstitue Le cycle. un cycle, parce qu'actuellement, si vous prenez Terre Sauvage janvier 2015, vous voyez au Zimbabwe comment ils endorment une famille entière d'éléphants qui étaient sortis de la réserve, et pour les ramener dans la réserve. C'est impressionnant parce que vous avez 8 éléphants endormis sur un énorme camion, un plateau, qui ramènent dans leur territoire d'origine. Dans les éléphants, de toute manière, les éléphants, on a la possibilité vraiment de les préserver, de les reproduire, oui. De les préserver. Simplement, la présentation d'autrefois, la présentation devra évoluer, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors, on peut pas. Alors, il faut savoir que construire un enclos comme ça pour une famille d'éléphants, c'est plus proche de 10 millions d'euros que de 5. Oui, d'accord. C'est étendre le parc, hein, avec oui. Africain, asiatique. Et il y aura les deux. Oui, parce qu'il y a une extension sur 60 hectares. Hein. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même assez conséquent. Hein. Qui s'ajoute aux 40 hectares de la réserve africaine ici. Ça ferait une centaine d'hectares. Là, il y aura le domaine fait 400 hectares et on en a utilisé 150 avec les jardins, les animaux. C'est bien de garder aussi une réserve un peu naturelle, on va dire, un peu épargnée par l'homme. Oui, mais dans la partie, je dirais, jardin, on a une densité. Mon épouse a planté 35 000 arbres et arbustes en 40 et quelques années. Donc vous avez une densité de la végétation qui est considérable, donc de la biodiversité. Oui, effectivement. De toute manière, il n'y a plus de forêt primaire en Europe de l'Ouest. Il n'y en aura plus. Encore que, au parc de Thorinque, nous en recréons une. C'est pas un parc zoologique. Oui, c'est une réserve. C'est une réserve. Elle ne fait pas partie. La réserve des Monts d'Azur, c'est voilà, la réserve des Monts d'Azur, créée par Patrice Longour, le docteur Patrice Longour, qui avait travaillé en Afrique, qui dit pourquoi pas je ferais quelque chose d'analogue en France. Et c'est mon fils qui est le propriétaire et gestionnaire de la société d'exploitation. Pour aider Longour. On est rentré pour aider Longour. Là, il y a tout un troupeau de cob. D'accord, ok. Parce que quand j'ai créé la réserve africaine en mai 68, M. Nouvel, qui était directeur du zoo de Paris, et Dr Nouvel, titulaire de la chaire d'éthologie au Muséum d'histoire naturelle, avait écrit à tous les ministères pour qu'on m'interdise d'ouvrir. Oui. Ah oui, en disant ce petit jeune qui n'est ni véto ni zoologiste, tous les animaux vont s'entretuer parce que le bouc émissaire sera tué comme c'est dans tous les parcs, c'est-à-dire quand en général on a plus d'un mâle et quelques femelles dans un enclos traditionnel, s'il y a un mâle de plus, il est désigné comme bouc émissaire, mais il ne peut pas s'éloigner à une distance de respect du chef et il se fait tuer. Alors qu'est-ce que c'est que le bouc émissaire? C'est le premier qui meurt de faim s'il n'y a plus d'herbe dans la nature. Hein. Le premier qui meurt de faim s'il n'y a plus d'herbe, qui meurt de soif s'il n'y a plus d'eau, qui est bouffé par un lion, et le dernier à se reproduire. Mais manger c'est 10 heures par jour, se reproduire c'est 10 jours par an. Donc la compétition elle a lieu fondamentalement sur la nourriture. Alors il y a deux grandes catégories d'herbivores, et d'antilopes et de cervidés.
Vous avez ici à gauche les cobs, par exemple à Croissant, on voit un nombre de femelles considérable. À Thoiry, on a, Oui. je sais pas, une vingtaine de femelles au moins, si pas 25, avec un mâle dominant. Ça veut dire qu'il y a des mâles qui sont priés de vivre ailleurs, et il y a un bouc émissaire au troupeau des mâles. Il y a une hiérarchie à 3 niveaux. Alors, Croissant Nouvelle a dit non, moi j'ai dit 40 hectares, le bouc émissaire, ça marche très bien. Et Croissant Nouvelle dit ah non, non, non. Il faut 41 km². J'ai dit non, je ne le pense pas, parce que le bouc émissaire doit rester à la vue du troupeau. Parce que c'est la sécurité du troupeau. Et si on retire le bouc émissaire, mais dans la journée, ils en désignent un autre. Dès qu'ils s'en aperçoivent, là, on trouve ce qu'il là. Et alors, vous avez deux catégories d'antilopes. Celles où les femelles n'ont pas de cornes et celles où on a des cornes. Pourquoi ? Alors, c'est pas écrit ça, pourtant, et Dieu sait, c'est une simplicité sans nom. Quand les animaux sont territoriaux, un mâle à harem est garanti au harem la nourriture. Donc les derniers brins d'herbe, ce qui fait que, du point de vue évolution, dès qu'il repleut, il y a 12 à 20, une douzaine de femelles plants qui vont se reproduire et la population va repartir mis en tête. D'accord. Les gnous, par exemple, qu'on a vu en rentrant, les gnous, les femelles ont des cornes. Pourquoi ? Parce que quand il y a la migration, elles sont en compétition pour la nourriture. Et en Europe, on a ça avec le cerf d'Europe de l'Ouest, où le cerf garantit à ses biches la nourriture et un territoire. Et puis les élans dans le nord qui migrent, les femelles ont des bois. Exact. Donc j'étais parti de ce principe en disant, voilà. Et puis alors le deuxième principe, j'avais dit, il n'y a pas de compétition entre espèces, parce qu'en Afrique, plus on approche de l'équateur, plus la végétation est variée. Nos biotopes sont très pauvres dans l'hémisphère nord, à côté de l'équateur. Mais nous, ici, là, on est dans une futée de chênes, il n'y a que des chênes, et puis il peut y avoir une futée de hêtres, tandis qu'en Afrique, vous avez un okoumé pour 50 hectares. C'est beaucoup plus varié. Et donc, en Afrique, c'est vraiment le pays où il y a une diversité d'herbivores la plus grande, parce qu'il y a d'abord ceux qui mangent les feuilles et ceux qui mangent l'herbe, broutent l'herbe. Il y en a qui broutent le haut de l'herbe, le milieu d'autres espèces le milieu, et une troisième espèce va brouter le bas de l'herbe. Personne n'arrache. Ah non. Si on arrache, il n'y a plus rien à manger pour personne. Donc la sélection naturelle, arrive. Parlez-nous un peu des œufs. L'autruche qui couve à côté de ses œufs, ou alors du moins il y en a d'autres, et ceux-là, ils les abandonnés. Mais on ne cherche pas trop à les reproduire, les autruches, on ne sait pas quoi en faire. Et comme il y a des fermes d'autruches, on les reproduit très bien. Alors quand il y a des petits qui survivent aux orages et à tout, alors ils sont vraiment résistants. D'accord. Et on ne fait rien. Avant, autrefois, on mettait les œufs en couveuse et tout, mais on a arrêté, ça servait à rien. Si c'était une espèce en voie de disparition, oui. Les girafes avec leur assiette surélevée. Alors, à Thoiry, les antilopes vont partout, les girafes sont quand même limitées avec un seul fil électrique. Pourquoi ? Parce qu'elles abîment trop les arbres. Et oui, c'est ça le souci. Sinon, avec le public, même chose ça ne poserait pas de souci. Aucun souci. À Sigean, au parc de Sigean, que j'ai créé en 1974, le parc de Sigean, les girafes sont en complète liberté. Les éléphants, par contre, au début, ils étaient séparés du public. Ils n'étaient pas séparés du public, et après, vous avez dû les séparer. C'est une question de sécurité, oui. Et les rhinocéros, par contre, à Sigean, les rhinocéros ils sont en liberté. Ils sont en liberté au milieu des voitures. Alors, à Thoiry, on peut le faire. Il y a une porte, vous voyez, qui peut les sortir. Bon, on s'en s'empêche pas trop parce que souvent, il y a des réactions du public qui paniquent. Et les gens, quand ils voient un rhinocéros foncer entre deux voitures, parce qu'ils passent dans un espace très étroit, relativement étroit. Alors quand ils voient ça, les types s'affolent, ils passent la première ou la marche arrière et on peut la faire la voiture d'à côté. Alors on a eu plusieurs fois, on a stoppé. D'accord. Le grand principe de Thoiry, c'est les grands espaces et d'immerger le public au milieu des animaux. Mélanger les espèces. Là, par exemple, les éléphants sont avec les phacochères. Avec les phacochères. Ça, c'est bien ça pour l'enrichissement et pour le public. Et pour le public. Ça les occupe bien. Parce que de temps en temps, un soigneur va venir balancer de la nourriture aux phacochères. Tout d'un coup, les éléphants aperçoivent, ils foncent, ils cherchent des phacochères à coups de trompe.
et puis pas la nourriture. Mais c'est très bien parce que les phacochères sont habitués à faire attention parce que quand ils mangent, il y a toujours le risque d'avoir un fauve qui leur tombe sur le dos. Et pour les éléphants, ça les occupe de faire la chasse aux phacochères. Et quand il n'y a pas de nourriture, ils s'entendent très bien. Il y a même, à un moment donné, il y en avait le chef, le mâle dominant des phacochères se faisait caresser l'estomac par une femelle éléphant. Ils ont arrêté, là, je crois, récemment. Là, on voit des bébés zèbres, des gnous, toujours mélangés. Oui. Vous voyez, par exemple, cette carrière, cette promenade ce passage entre deux talus, je l'ai fait exprès pour rompre la monotonie du parcours, du lieu, et puis pour créer, pour les animaux, on voit bien, il y a un passage haut, un passage bas. Alors un dominé va passer ou en haut ou en bas, là où ne passe pas le dominant, et voilà. Et puis là, quand ils descendent dans la carrière, là, ça crée plein de possibilités de se rencontrer ou de s'éviter. C'est la réussite. C'est très important pour la réussite du système. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une partie boisée pour les animaux qui veulent peut-être plus se mettre en retrait, plus à l'ombre. L'alternance des clairières, des points d'eau et autres, c'est très important. Et par exemple, on peut mettre les animaux sur 100 hectares tout plat, c'est un petit territoire. Oui. Vous les mettez sur 10 hectares à 20 hectares, pas mieux comme ici à 40 hectares, mais même 10 hectares ou 20 hectares, vous les mettez avec des mouvements de terrain, des plans d'eau, des mouvements de terrain, des parties boisées, des parties ouvertes, pour qu'ils puissent se rencontrer, s'éviter comme ils veulent. Et puis Thoiry, c'est immerger les gens dans des grands espaces. D'où les lions ont 1 hectare, hein, à Thoiry. Ah oui. Ben maintenant, vous avez arrêté la présentation en voiture, mais le parc à pied, oui, ils ont à peu près 1 hectare, ouais. C'est les smartphones qui ont fait arrêter la visite à Thoiry. Ah bon? Parce que les gens prenaient des photos, ça faisait des bouchons énormes. Parce qu'avant, autrefois, ils ne prenaient pas de photos comme ça. Un peu moins en tout cas. Beaucoup moins. Donc pour les immerger, j'avais fait la passerelle du parc des Tigres, qui fait 250 mètres de long. J'avais fait ça en 1970, j'étais, je crois, le premier. Et puis alors les tunnels de verre pour visiter les fauves. C'est une grande réussite, grande trouvaille. Ça, je tenais à vous féliciter pour ça. Et le fait qu'ils sont à demi enterrés, mais le visiteur, la position de la proie, par rapport à... Alors quand même, quand j'ai fait le parc, avec tous ces gens qui me disaient que c'était pas possible, j'avais été voir Jean Delacour, qui avait le zoo de Claire à l'époque. Jean Delacour était un grand amateur style XVIIIe siècle, un type d'une culture très universelle. Il a fondé la LPO avec le Prince Murat. Il était président des parcs, des musées de la côte ouest des États-Unis. C'était le seul homme qui pouvait aller chez l'empereur du Japon quasiment sans prévenir parce qu'il était spécialiste en botanique. Il était un grand en botanique, il était hors pair et également un spécialiste de je ne sais plus quelle autre chose qui intéressait l'empereur du Japon. Donc c'est un type. Et je vais le trouver. Je lui ai dit écoutez, tout le monde dit que ce que je vais faire, ça va se casser la figure. Bon, il m'a dit, vous venez déjeuner. Il me fait faire le tour de Claire. Il me fait parler de tas de trucs pendant le déjeuner. C'était pour me tester, j'étais tout jeune. Et à la fin, il me dit, vous pouvez pas prouver que vous avez raison. Alors je fais une tête comme ça. Puis avec un grand sourire, il dit, mais personne ne peut prouver que vous avez tort. Et j'aurai votre âge, je serai heureux de m'associer avec vous. Ça a été un encouragement moral fantastique. C'est sûr, ça on a 3 rhinocéros blancs. Des femelles. On les reproduit à pauvres en fait. Oui. On a déjà eu 2 naissances. Alors vous voyez, il y a une porte, ils peuvent sortir. Oui, je vois qu'ils peuvent sortir. Alors, lors de ma visite, je me demandais pourquoi il y a un portail là. C'est peut-être un accès pour soigner, mais d'accord, ils peuvent sortir. Non, c'était pas c'était autrefois, on les faisait sortir au milieu des voitures. Enfin bon, les gens c'était la trouille. Alors, c'est sûr. Et puis alors quand il pleut et qu'il se frotte contre les clôtures et que le sol est mouillé, ça a fâcheuse tendance de coucher les clôtures. Ah bah... C'est des rhinocéros ça?
Ouais, donc voilà. Donc, alors ce que j'avais fait, c'est ce qu'on avait dit, oui, mais l'hiver, ils vont tous s'entretuer dans les maisons, parce que alors j'ai fait une maison labyrinthe, où vous avez une galerie qui entoure des blocs de 4 box, et ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. D'accord, comme ça, s'ils veulent se Donc il y a un rencontrer, dominant s'ils veulent qui pas se rencontrer. s'amuse à se promener dans la maison pour la vie, ben, ils sortent dans un bout, puis ils rentrent par l'autre. D'accord, c'est bien ça. C'est bien. Donc ça fait partie des trucs imaginés au départ. Oui, Et tant plus, mieux. plus les parcs, je suis tout à fait... D'abord parce que quand les gens aiment visiter dans un parc et le trouvent bien, ils vont aller dans un autre. Donc, Ah oui. le mauvais concurrent, c'est le mauvais parc zoologique. Ah oui. Vous avez un bon concurrent en ce moment, c'est le zoo de la Flèche, parce qu'avec l'émission Une Oui. saison zoo, Oui. je pense que ça rebooste le nombre de visites dans les zoos. Oui, et je pense que ça a très profité, et tant mieux pour eux. Ça a très profité aux eaux de la Flèche, évidemment. Il est passé à 300 000 visiteurs, je crois, par an. Ouais. Alors qu'il végétait un peu, bravo. Et je crois qu'on avait refusé l'émission. Je sais de quoi je parle. Ah ouais. Ben là, vous avez par exemple des corbes croissants qui sont Ouais. venus chez les... Chez les girafes. chez les girafes. Je les ai vus chez les hippopotames aussi, mais Oui. les hippopotames vivent pas sur la Vierge. Des animaux qui vivent plus dans les milieux humides, peut-être, je crois. Oui, vous avez raison. C'est pas une très bonne viande au goût. Ouais. La meilleure, c'est l'Oryx. Ah d'accord. Je l'ai pas jamais goûté. Ouais, ben, moi, Je mange pas de viande, J'ai alors. beaucoup travaillé en Afrique. Forcément, ça aide. J'ai beaucoup travaillé en Afrique pour essayer des animaux là-bas, parce que les animaux d'Afrique m'ont aidé à sauver mon territoire ancestral. Ouais. Donc j'ai toujours essayé de faire tout ce que je pouvais pour les aider dans le pays d'origine. D'accord. Voilà, ici on voit les ours, Les ours noirs, oui. les ours noirs, Ouais, les beaucoup. corbeaux qui profitent, il y en a des reliefs des repas. Hérons, Les hérons, il y en a ouais, beaucoup hérons, trop. c'est vrai. Ils ont un bel espace, les ours. Hein. Ils C'est montent rare. aux arbres, ils creusent leurs terriers. C'est rare en France qu'on ait ouais. des baies. Si, et alors Pau est encore plus grand. Un pot est encore plus grand. D'accord. Voilà aussi, quand j'ai voulu faire le parc à ours, on m'a expliqué qu'il y avait des individus alpha dominants, les individus oméga dominés, et que les dominés se retourneraient contre les voitures, casseraient les vitres, mangeraient les gens, passeraient sous le mur, au-dessus, enfin bon, c'était la cata. Et au final, c'est bien passé. Et voilà, au final, ah bah c'est les bisons qui font Le blocage. les bouchons. Mais moi, je parlais des ours au niveau parce que c'est vrai que sur un grand espace comme ça, c'est pas facile de gérer les ours, par exemple. Et les bisons avec les ours, vous les avez mis dès le début ou vous les avez rajoutés ensuite? Ensuite. D'accord. Là aussi, on a peut-être dû vous dire aïe aïe. c'est pas Ah oui, bon. oui, puis il y a les daims. Ah, les daims, oui, vous avez rajouté les daims. Oui, aussi, puis il y a toute la faune locale. Alors là, tenu par le fil électrique, on a 2 ours bruns qui viennent, je crois, du jardin des plantes. D'accord. Et puis on a des ours à lunettes qui viennent du jardin des plantes avec un bébé qui est né. Ah, cette année? Oui. Il n'est pas annoncé encore. Pas la annoncé, presse. ouais, bon, on va attendre un peu là. Et on les a recueillis parce que ils n'avaient plus d'installation pour. Ah bah oui, c'était Mais c'était là, affreux, au hein. moins, ils sont dans le gazon et dans la Dans forêt. la forêt surtout. Ouais. Et puis, mais pourquoi les séparer? C'est qu'on ne veut pas d'hybride. Ah bah oui, c'est normal, enfin, c'est normal. Donc on a rendu service en les prenant, mais quand ils seront morts, bon, les ours à lunettes, on va carrément leur faire un autre, on va ouvrir un territoire à Amérique du Sud et on les mettra dedans. Mais les 2 ours bruns, ils sont vieux, le père et la Oui, fille. bah, On attend qu'ils meurent, et le jour où ils meurent, on fait sauter les fils électriques pour rendre au Bariba la totalité du territoire. d'accord. Et à Pau, nous sommes le seul parc qui ait des ours blancs qui vivent en forêt. Ah oui, ça, belle installation un peu pour les ours blancs. Avec probablement des cabanes dans les arbres, des choses comme ça. Des hébergements insolites. Insolites.
Mais ici, on est, bon, il y a très longtemps qu'on y pense, on était le premier à y penser, mais on est toujours un peu lent parce qu'on a des grands espaces. Et quand on veut faire quelque chose, on veut que ça soit impeccable. Quand on a ouvert, quand on a planté le labyrinthe, on a attendu 16 ans pour l'ouvrir au public. Ah oui, forcément. Donc les collines qu'on fait là, c'est pour... on n'est pas un an près, on fait les choses... Comme elles viennent.